Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. On va se parler de M. Carney à Washington tout à l'heure, mais d'abord quelques nouvelles des choses qui se passent en Europe et qui méritent notre attention. Il y a entre autres le président syrien par intérim qui va être reçu à l'Élysée, un personnage quand même controversé pour le moins dire. J'allais dire que c'est le trio de la visite et on terminera notre trio avec M. Carney qui est attendu à Washington dans les prochaines heures. Mais première visite importante, ce sera sur le perron de l'Élysée demain. Tu le dis, président par intérim de la Syrie, M. Al-Shara, anciennement connu sous son nom de guerre, Al-Joulani, qui est toujours considéré comme un terroriste par les autorités américaines, pour lequel il a fallu obtenir une exemption de l'ONU pour qu'il puisse se rendre en France, à Paris, parce qu'autrement, ça aurait été de contrevenir à des règles auxquelles adhère la France. Donc, on reçoit quelqu'un qui, évidemment, pour l'instant, mène les opérations en Syrie, mais qui est toujours considéré comme très suspect. Les Américains sont même d'avis qu'il y a plusieurs djihadistes qui se font distribuer en ce moment des passeports syriens pour pouvoir mieux circuler dans le monde. C'est pas une supputation, ça a été dit par les autorités américaines et pourtant. Et on est dans un pays, ici en France, où tu peux payer une lourde amende et même aller en prison pour apologie au terrorisme. S'il te venait l'idée un matin sur X de dire finalement le Hamas c'est pas ce qu'on pense puis c'est peut-être des bons gars, tu pourrais te faire appeler par les policiers puis ils voudraient vérifier ce que tu voulais vraiment dire dans ton tweet ou dans ton X. Des politiques français associés à l'extrême gauche, Mathilde Panot, Rima Hassan, ont été interpellés par les autorités policières justement parce que dans la foulée du 7 octobre, elle avait eu des commentaires perçus comme très sympathiques au Hamas, sinon à la cause palestinienne. Et donc, dans ce même pays où ta parole peut être sanctionnée très sévèrement pour apologie aux terroristes, le président qui rencontre ce qui ressemble à un terroriste avéré à l'Élysée, sur le perron d'Élysée demain, pour, dit-il, faire en sorte que les choses avancent bien, dans un contexte où, on en avait parlé il y a quelques semaines, il y a des minorités alaouites qui ont été brutalement massacrées, c'était au mois de mars, entre 1500 et 2000 personnes de cette minorité dont était issu l'ancien président, Bachar el-Assad. Aujourd'hui, ce sont des Druzes, aussi une minorité religieuse, qui ont été attaqués très violemment, alors qu'on disait qu'on voulait rétablir la concorde, faire en sorte que ce pays qui a été ravagé par une guerre civile depuis plus de 10 ans puisse vivre en harmonie. Et le patron des opérations, anciennement associé à Al-Qaïda, est-ce qu'il tient parfaitement sa promesse? À chaque fois, il dit « c'est pas nos forces à nous, on est débordés et on recevra demain à l'Élysée. Parce que, je le disais, on veut peut-être faire pression pour que les choses se passent bien, mais c'est aussi un pari. C'est le pari de ce que tu peux changer durablement et incarner une solution pacifique. Les Israéliens qui étaient très tolérants au départ, je pense qu'ils se sont toujours beaucoup accommodés de ce qu'il y ait du trouble en Syrie, et particulièrement de ce qu'on se débarrasse de Bachar el-Assad, qui était un ennemi, puisqu'allié avec l'Iran. Les Israéliens ont répondu, comme en d'autres temps au Québec, par la bouche de leurs canons, sinon de leurs missiles, sous prétexte justement qu'on s'en prenait aux Druzes. Mais c'était une manière aussi de dire, on vous a à l'œil et peut-être qu'on perd patience. C'est très surprenant, disons les choses comme ça. Ça n'arrive qu'en France. Le général de Gaulle disait « Les pays n'ont pas d'amis que des intérêts ». Alors, dans ce cas-ci, il faudra savoir ce que sont les intérêts de la France, mais ça a soulevé de nombreuses questions. Et le nouveau chancelier allemand qui aujourd'hui tente de se faire confirmer par le Parlement, le Bundestag, il sera reçu à son tour. Alors, ça se bouscule une portion, probablement parce qu'on mange bien à l'Élysée demain. Et si j'en parle, c'est d'abord, effectivement, c'est l'avènement d'un nouveau chancelier qui attend ça depuis des dizaines d'années, qui avait été en d'autres temps méprisé par sa patronne, Angela Merkel. Elle voulait pas dans ses pattes, hein? Elle voulait pas pantoute dans ses pattes. Élue il y a quelques mois, chrétien-démocrate, donc c'est la droite
fréquentable, qui a dû signer un pacte d'alliance gouvernementale avec leurs adversaires, les sociaux-démocrates, ceux qui étaient au pouvoir il y a encore quelques mois. Donc, c'est comme un peu si les libéraux et les conservateurs étaient ensemble dans le même bateau. Ou dans le cas qui nous intéresse, je dirais les anciens libéraux et les nouveaux libéraux, puisque le gouvernement des sociaux-démocrates n'était pas exactement le même parti, mais ils se retrouvent, font un compromis, vont appuyer M. Merz. Ça a été signé hier et ça fait qu'aujourd'hui, il sera très probablement sacré chancelier avec un pays qui est au début d'une révolution budgétaire. Là aussi, j'en avais parlé, mais il s'apprête à dépenser des centaines de milliards de dollars. C'est les frugaux de l'Europe, les Allemands, hyper disciplinés sur la dette, qui dépensent jamais plus que ce qu'ils ont gagné et même moins. Et il était l'incarnation, M. Merz, de cette continuité dans la discipline budgétaire. Et il a changé du tout au tout, sous prétexte, entre autres, de l'élection de Donald Trump, de ce qu'il y avait un largage entre les États-Unis et l'Europe, et a fait approuver par l'ancien Parlement, et pas le nouveau, parce que ça aurait été plus difficile avec le nouveau, de soulever, de faire sauter cette règle du frein budgétaire. Donc, les Allemands qui vont dépenser pour la défense, tous azimuts, parce qu'ils veulent devenir un acteur de la défense depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour des raisons que tu peux facilement imaginer. L'Allemagne avait été d'abord désarmée et a toujours eu une armée qui en était pas tout à fait une force d'autodéfense, un peu comme au Japon. Les choses ont évidemment beaucoup changé. Ils veulent s'armer, se réarmer. Il y a un problème de soldats, un peu comme au Canada. Il n'y a pas beaucoup d'Allemands qui rêvent de faire la guerre, mais en tout cas, ils vont dépenser substantiellement. Et demain, première rencontre avec M. Macron, dans un contexte où on peut vraiment se poser la question, on se laisse là-dessus, est-ce qu'il y a une nouvelle rivalité qui est en train de naître en Europe entre, on parle toujours du couple franco-allemand, ils ont été, au fil de l'histoire, de redoutables adversaires. Depuis la fin des années 60, c'est effectivement le cœur de l'Europe et la dynamique entre les deux pays était très importante. Elle l'est toujours. Il faut qu'ils s'entendent parce que c'est eux qui font bouger beaucoup l'Europe. Là, est-ce qu'il y a quelque chose comme un rival, M. Macron, qui se voyait un peu comme je dirais pas le Roitelet, ce serait ironique de l'Europe, mais celui qui était l'acteur indispensable, le trait d'union avec l'Amérique, celui capable d'organiser les grands parois. Il aime bien ça, ce rôle. Un Allemand. Il aime beaucoup ce rôle. Et là, tu as un Allemand qui dit... Nine, c'est fini. C'est nous peut-être les prochains boss. Et je ne sous-estimerai jamais les Allemands. Sinon, évidemment, qu'il y a une situation économique calamiteuse. Ils entrent dans une 3e année de récession, dans un contexte économique difficile, mais où ils s'apprêtent à dépenser beaucoup, justement, pour relancer leur économie. Ils en ont les moyens. Mais ici, nos yeux vont être tournés vers Washington. Monsieur Carney, donc, qui est reçu par le président Trump. Hier, Trump qui est allé d'un propos quand même au-dessus de ses affaires, qui dit « Ouais, il veut me voir, je sais pas trop pourquoi, là, il doit vouloir un deal, là, tout le monde veut un deal avec moi. » Il est baveux un peu, notre ami Trump. Je sais pas, hein? Il savait pas. Et d'ailleurs, dans l'entrevue avec la NBC dimanche, c'est passé sous l'écran radar. Mais à un moment donné, il dit ouais, Carney va venir me voir cette semaine ou la semaine prochaine. Comme s'il n'avait aucune idée de ce qu'allait se passer dans son agenda 48 heures. Exactement. Est-ce que ça compte vraiment? Par ailleurs, à ce jour, le ton est respectueux. Il parle d'un bon gars, il parle d'échanges constructifs avec Mark Carney. Donc, on n'est pas exactement dans la dynamique qui le liait à Justin Trudeau. Deux choses que je surveillerais. D'abord, cette nouvelle... parlons de pierre dans la mer ou pavé dans la mer. Les États-Unis qui décident qu'ils vont aussi imposer des droits de douane sur le cinéma hollywoodien qui de plus en plus ne se fait pas juste à Hollywood. En fait, c'est pas un problème de ce que le monde est devenu le studio de la Californie, c'est que la Californie est devenue impossible pour les studios parce que trop cher. Le marché syndiqué de la production à Los Angeles, où historiquement se fait le cinéma mondial, parce que le cinéma américain, c'était un peu le cinéma mondial à une époque, il est tellement cher que les producteurs, les grands joueurs, les studios, sont partout ailleurs, y compris aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils produisent en Géorgie, ils produisent dans des États qui se sont ouverts à la production, donnent même des crédits d'impôts, comme on le fait au Canada. Pour le Canada, on le sait, à Montréal, mais aussi à Vancouver, ça a été extraordinairement payant. Beaucoup de techniciens, ponctuellement même des réalisateurs, parce que c'est un système de pointage quand on fait une production pour avoir des crédits d'impôt. Donc, il faut qu'il y ait des joueurs essentiels qui soient canadiens. Ces gens-là sont menacés. Mais c'est le cinéma hollywoodien. Mission Impossible qui sort, je ne sais pas quand au Canada, mais ici, c'est le 21 mai. Il a été pour l'essentiel tourné à l'étranger.
Donc, est-ce qu'il faut comprendre que quand il va être présenté aux États-Unis dans les salles, on va payer peut-être 40$ pour aller voir le film parce qu'il va y avoir des droits de douane qui vont s'appliquer? Personne ne comprend, mais si j'étais en fait, c'est pas clair que c'est légal non plus, parce qu'à un certain point, tu sais, le film peut avoir été, tu sais, la post-production peut avoir été faite à Los Angeles, le montage, là, tu sais, une scène montée ailleurs avec un acteur. Quelle est la valeur? Que l'acteur est américain. Je veux dire, comment tu vas démêler ce qui est américain? C'est déjà compliqué pour une auto, imagine pour un film. Mais moi, j'attends l'agent de douane. Alors, donc, on dit 12 minutes de tournage en Tchécoslovaquie. Vous avez monté à 350 000 $ de l'heure dans un studio écœurant à Los Angeles pendant 4 jours. OK, c'est un cauchemar infini. Et l'autre question pour Mark Carney, parce que je reviens au 51e État. Ça a fait couler beaucoup d'encre, oui. Ça va continuer à en faire couler. Donald Trump qui dimanche dit « j'arrêterai pas d'en parler ». Alors la question, c'est est-ce que le 51e État, c'est le Canada ou ça pourrait pas devenir l'Alberta et la Saskatchewan? Il faut voir que la première ministre de l'Alberta et l'Ouest en général, et particulièrement depuis les dernières élections, c'est eux qui ont le discours sur l'indépendantisme le plus articulé, le plus virulent, davantage que le Québec. On s'est fait voler la vedette un peu. Et la première ministre, Mme Smith a changé les règles. Maintenant, il est plus facile de demander un référendum pour les citoyens qui en Alberta voudraient le faire. Il est probable qu'il y en ait un l'année prochaine. Il est possible qu'il y en ait un et les conditions pour que ça arrive, le nombre de signatures à réunir est accessible. Et donc, est-ce que Trump, qui mine de rien, s'il ne sait pas s'il voit aujourd'hui ou non Mark Carney, mais doit certainement savoir ce qui se passe en Alberta, va travailler à la division du Canada? Il pourrait nous dire, vous savez, en attendant que le reste du pays comprenne, on serait très prêt à s'accommoder de l'Alberta et de la Saskatchewan. Le pétrole de l'Alberta, imaginez, là. Puis là, le pétrole de l'Alberta, puis la potasse pour ces agriculteurs de la Saskatchewan, il est en business. Je suis certain qu'il va nous expliquer que pour la frontière, ça va être magnifique. T'sais, il aime pas ça, la ligne droite. Il va dire, on va se faire une petite cheminée au-dessus des États-Unis. Ça va être l'Alberta et la Saskatchewan qui vont former une magnifique cheminée par laquelle sortira la fumée de notre économie qui sera encore plus productive grâce à ces deux nouvelles provinces qui formeront le 51e État. Je rigole, mais je fais pas le pari, mais j'ai comme l'intuition qui pourrait décider de se mêler de politique intérieure canadienne, contrairement à tous les présidents qui, historiquement, on se rappellera du voyage de Clinton lors de la dernière campagne référendaire, étaient venus à Ottawa dire à quel point il aimait le Canada fort et uni. On pourrait avoir le premier président américain qui aurait là-dessus une opinion différente. Ouais, qui aurait intérêt à voir un Canada faible et divisé pour en gruger des morceaux. Hey, merci Stéphane, on s'en reparle demain.